Je suis ravie de vous accompagner pour cet après-midi. On va parler évidemment de l'entrepreneuriat vendéen. On va parler de l'art d'entreprendre en Vendée. Est-ce que d'ailleurs c'est un art vendéen? On va en parler pendant toute cet après-midi. Comment pérenniser ce modèle atypique et singulier? Et puis on va le faire à travers trois table ronde d'abord. Une première table ronde avec des témoins et des experts qui vont nous parler de l'attractivité territoriale. La seconde sur la compétitivité, l'innovation, la productivité. Et puis la troisième table ronde sera sur l'organisation managériale vendéen, sur le leadership, sur le fait de s'extérioriser aussi au-delà des frontières de la Vendée. Donc c'est une après-midi assez dense pour ce midi-minuit qui est d'ailleurs à 14h minuit maintenant. Donc on va voir ça avec des témoins et des experts. Et puis évidemment la partie table ronde se clôturera avec le général de Villiers qui viendra nous dire un mot pour clôturer avant la soirée qui vous attend, le cocktail et le côté plus festif. Je voudrais aussi dire deux choses. La première, c'est que nous avons Isabelle qui est juste là, juste à côté de la régie. Isabelle Abraham du cabinet Calisance qui va dessiner pendant toute l'après-midi. Elle va synthétiser les débats qui seront livrés après cet après-midi. Donc ne dites pas trop de bêtises parce que vous n'êtes pas à l'abri que ce soit dans les dessins d'Isabelle. Mais pour introduire cet après-midi, ce midi-minuit, je vais d'abord demander à Sophie Reiner, la présidente du MEDEF Vendée, de venir me rejoindre sur la scène. Vous pouvez l'applaudir. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi de commencer simplement, non sans pression, mais simplement. Je vais vous parler d'une histoire que nous connaissons tous, parce qu'au fond, c'est la nôtre. Une histoire vendéenne. C'est l'histoire d'un territoire qui, pendant longtemps, n'avait pas tout. Pas toujours les infrastructures, pas toujours les moyens, pas toujours la reconnaissance, mais qui avait quelque chose de plus fort que tout le reste. Des femmes et des hommes qui ont décidé d'entreprendre. Entreprendre ici, entreprendre malgré tout, entreprendre ensemble. Ils ont construit des entreprises dans les bourgs, dans les ateliers, dans les garages parfois, dans les champs, sur le littoral. Ils ont transmis, innové, investi, souvent dans l'ombre, toujours dans la durée. Et petit à petit, ils ont fait de la Vendée ce qu'elle est aujourd'hui. Un territoire qui compte. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour célébrer cette réussite. C'est parce que tous, ici, nous savons une chose. Rien n'est jamais acquis. Le monde change, il s'accélère, il se complexifie, il bouscule nos modèles. Et ce qui a fait notre force hier ne suffira peut-être pas demain. Du moins, pas sans adaptation. D'ailleurs, je vous laisse observer l'horloge de la dette qui se passe de commentaires, mais n'en demeure pas moins inquiétante sur l'état des finances de notre pays. Alors, revenons-en à la Vendée, qui est plutôt bonne élève sur le sujet. Alors, une question s'impose à nous. Qu'est-ce qui fait vraiment la singularité de l'entrepreneuriat vendéen? Et surtout, comment le faire vivre dans un monde en pleine mutation? C'est tout le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de nous arrêter, le temps d'écouter, le temps de réfléchir. Nous allons croiser les regards, les expériences, les convictions
Nous allons parler d'attractivité, parce qu'un territoire qui réussit est un territoire qui attire, de compétitivité et d'innovation, parce que la performance ne se décrète pas, elle se construit. Du modèle vendéen, parce que derrière nos résultats, il y a une manière unique d'entreprendre. Mais au-delà de ces thématiques, nous allons surtout parler de vous, de vos décisions, de vos combats, de vos réussites et parfois de vos doutes. Car soyons lucides, aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi faire face, entre autres, à la transition écologique, intégrer des révolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, recruter et fidéliser dans un contexte de tension, s'adapter à un monde instable, incertain, se diversifier dans les filières d'activité de croissance quand c'est possible. Ces défis, vous les vivez au quotidien. Et pourtant, si la Vendée a toujours réussi, ce n'est pas parce qu'elle avait moins de contraintes. C'est parce qu'elle avait une manière différente de les affronter. Une manière fondée sur l'humilité, la confiance, la proximité, le collectif et une forme d'audace très concrète et très ancrée. Ici, on ne parle pas seulement d'entreprise. On parle d'un écosystème vivant où chacun joue un rôle, chacun joue son rôle. Regardez autour de vous. Dans cette salle, il y a des dirigeants expérimentés, de jeunes entrepreneurs, des industriels, des agriculteurs, des acteurs du commerce, du transport, du tourisme, des services, du logement, du bâtiment, de l'enseignement, du monde de la banque et des assurances, mais aussi des décideurs politiques, des experts, des chercheurs. Et c'est précisément cette diversité qui nous permet de rester solides et innovants. Parce qu'en Vendée, on avance rarement seul. Cette journée n'est pas une parenthèse, c'est un moment clé. Un moment pour comprendre, questionner et surtout anticiper. Car notre responsabilité est immense. Préserver ce que nous avons construit tout en préparant ce que nous devons devenir. Je terminerai par une conviction très simple. Entreprendre en Vendée, ce n'est pas seulement développer une entreprise. C'est participer à une aventure collective. C'est s'inscrire dans une histoire plus grande que soi. Et c'est aussi en écrire la suite. Alors aujourd'hui, continuons à nous poser les bonnes questions, continuons à partager, continuons à oser, continuons à contribuer collectivement à un projet de territoire. C'est comme cela que l'on restera fidèle à notre ADN qui fait notre force depuis le début. Enfin, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui ont accepté de partager leur expérience, mais également nos partenaires, la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, le Crédit Mutuel Océan, EDF, Harmonie Mutuelle, Scénario Traiteur et TV Vendée. Et je voudrais également remercier sincèrement, profondément, énormément, je ne sais pas comment dire, l'équipe du COMEX 40 et l'équipe du MEDEF Vendée qui ont mis toute leur énergie à la préparation de cette journée. Bravo. Et bien sûr, vous remerciez vous tous pour votre engagement quotidien au service de nos entreprises et de notre territoire. Je vous souhaite une journée riche, inspirante et, j'en suis sûre, profondément utile. Belle journée à tous. Merci Sophie Renner. Et bien maintenant, j'ai demandé à Victoire Devilliers et à Pierre-Emmanuel Turpot de venir me rejoindre. En tant que coprésident du COMEX 40, je vous donne un petit micro à chacun. Pierre-Emmanuel, bonjour, je vous donne ça. Au milieu, c'est mieux. Mesdames, Messieurs, chers acteurs du territoire vendéen, chers amis, chers membres du COMEX 40, bienvenue pour cet après-midi de réflexion et d'échange que nous avons préparé avec les membres du COMEX 40.
Alors pour celles et ceux qui le connaissent un peu moins, qu'est-ce que le COMEX 40 ? Donc le COMEX 40 rassemble de jeunes dirigeants vendéens, issus de tous les secteurs d'activité et représentant la diversité de nos entreprises. Sa vocation est de réfléchir aux grands enjeux qui impacteront notre territoire et de faire dialoguer le monde économique, les experts et des personnalités et des décideurs publics. Surtout, le COMEX 40 a pour vocation de créer des passerelles entre celles et ceux qui font la Vendée d'aujourd'hui et qui feront la Vendée de demain. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité avec Victoire et avec les membres du COMEX 40 et avec le MEDEF Vendée et l'organisation du MEDEF Vendée vous réunir autour d'un sujet qui nous concerne tous profondément, l'art d'entreprendre en Vendée et comment pérenniser notre modèle vendéen. Aujourd'hui, vous êtes près de 500 dirigeants et acteurs du monde économique vendéen et votre présence en dit long. Car oui, ce modèle vendéen, nous y croyons, mais surtout, nous savons qu'il doit continuer à évoluer. Oui, la Vendée est souvent citée en exemple, un territoire de réussite, de travail, de bon sens, d'humilité et d'ancrage local fort. Un département où l'on entreprend, un département où l'on innove et où l'on transmet. Mais derrière cette réussite, une question est revenue sans cesse dans nos échanges avec le COMEX 40 lorsque nous avons préparé cette journée, et elle nous a conduit à cette réflexion. Sommes-nous en train de capitaliser sur nos forces, ou plutôt ne serions-nous pas en train de nous reposer sur nos acquis ? Dans un monde qui se complexifie, où les équilibres géopolitiques sont remis en cause, où les métiers se transforment, où les flux économiques ne cessent de s'accélérer, notre modèle vendéen est-il toujours en capacité de faire la différence ? Et surtout, comment le faire évoluer sans renier ce qui fait notre identité ? C'est tout l'enjeu de cet après-midi. 3 grandes thématiques structureront nos échanges. Comment continuer à attirer les talents et renforcer l'attractivité de notre territoire, car la force des Vendéens réside dans leur humilité, leur résilience et leur esprit d'entreprendre. Comment rester compétitif et innovant dans un environnement en mutation ? Comment préserver nos champions, accompagner leur développement et faire émerger les réussites de demain ? Comment faire évoluer ce modèle vendéen fondé sur la proximité, sur la transmission et la force du collectif pour répondre aux attentes des nouvelles générations et aux enjeux des défis sociaux et environnementaux ? Mais au-delà de ces tables rondes, cet après-midi se veut vivant et interactif. Tout au long de la journée, vous allez être amenés à vous positionner, à débattre, à réagir. Car entreprendre en Vendée, ce n'est pas seulement un héritage, c'est une responsabilité. Toute cet après-midi, vous allez pouvoir entendre des personnalités de grande qualité, des experts, des décideurs publics, des personnalités qui font la Vendée d'aujourd'hui et de demain. Nous clôturons cet après-midi avec un grand témoin, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. Il viendra nous apporter son éclairage sur la situation géopolitique internationale et nous donnera quelques clés pour devenir un chef d'entreprise éclairé et faire face à ces défis à l'avenir. Il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi de débat, d'échange et d'inspiration. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Exactement. Merci beaucoup, Victoire. Merci, Pierre-Emmanuel. Maintenant, je vais demander à Antoine Chéreau, premier vice-président de la région, de venir me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Pourquoi vous me regardez Alors, comme ça ? j'ai cru que tu allais me faire une chanson ou me lancer. Ah non, je ne fais non. plus ça. Je suis trop C'est vieille. très très dangereux ce qu'a fait Sophie, c'est de demander la première intervention à un politique pour parler de l'entreprise. C'est quand même un gros risque. Alors, du coup, pour répondre à cette question, je me suis amusé de dire, si je devais raconter en fait d'abord le succès, et comme ça m'arrive à la région, je vois quelques collègues qui sont là, je me suis dit, et j'ai une expérience de comment est-ce que quand on raconte ce que nous, on vit localement tous les jours, c'est-à-dire comment on respire l'écosystème, comment est-ce qu'on raconte quelque chose qui soit susceptible d'être compris. Et c'est assez rare. Et j'ai en souvenir
une aventure un peu particulière. Quand l'État a décidé de supprimer Notre-Dame-des-Landes, Christelle Morancet, la présidente de la région, m'avait demandé de travailler à une prospective sur l'avenir de la région à l'horizon 2050. C'était juste avant le Covid. Et donc j'ai été amené à rencontrer beaucoup de monde pour comment est-ce qu'on organise, quels sont les enjeux en termes d'aménagement du territoire et des multiples sujets dont ceux qui nous occupent aujourd'hui. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gilles de Margerie, qui était le président de France Stratégie, et qui m'a dit: on est embêté parce que le gouvernement nous a fait travailler sur un logiciel qui prédit le taux de chômage à partir de données socio-économiques d'un territoire donné. Donc on prend le territoire, on voit combien il y a d'habitants, on voit quelles sont les formations, on voit quels sont les emplois qui sont donnés, on met ça dans la machine et hop, comme dans l'aile ou la cuisse, ça donne le taux de chômage. Et en fait, ça marchait à peu près partout, sauf dans 10 territoires où ça marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'on avait un taux de chômage bien pire que ce qui était prédit. Et dans une dizaine de territoires, dont 5 en Pays de la Loire et 3 en Vendée, ça marchait beaucoup mieux que ce que la machine prédisait. Donc ils ont dit: c'est intéressant, on va aller regarder finalement qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de mieux, de plus, et qui fait que ça fonctionne. Donc on a organisé des rencontres avec des experts qui ont fait l'effort de passer les limites du 7e arrondissement, hein, c'est même pas seulement le périph', et qui a rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise, dont certains sont ici, et puis qui disaient: ben voilà comment ça fonctionne, c'est quoi la relation finalement humaine dans l'entreprise, l'écosystème. Et puis à la fin, les experts nous ont dit: ouais, enfin, vous nous avez expliqué que ça marchait parce que vous étiez vendéen, comment est-ce que je reproduis ça, quoi? Bon. Alors, du coup, c'est quand même intéressant. Et il se trouve qu'il y a eu un travail formidable que je veux saluer. Le livre est à l'entrée, là, de l'Observatoire économique. Je ne sais pas si Daniel Robin est là, mais c'est vraiment un travail super. Et donc, du coup, on a des chiffres qui racontent bien ce qu'on a tous vécu, ce que Sophie disait. D'ailleurs, on n'avait pas tout, mais ça a fonctionné. On voit les effets positifs, les effets négatifs. On voit les moments où il a fallu, dans l'histoire, même relativement récente, je vois les chiffres sur l'industrie, on voit qu'il y a eu quand même vraiment des trous, puis ça s'est repris. Et puis, il y a énormément de données que nous, on connaît et qui disent, finalement, regardez, la Vendée, c'est un succès, il y a un développement démographique, on prend 20 000 € habitants par an, on a un taux de chômage parmi les plus faibles de France, voire le plus faible de France. Et puis, on voit, donc ça nous convainc, évidemment, parce qu'on sait, et puis on connaît les difficultés qui peuvent aller avec ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder d'autres choses que l'Observatoire a regardées, et notamment sur un point, moi qui m'a beaucoup marqué à la lecture du rapport, c'est le rapport à la pauvreté dans notre département. Et je le dis parce qu'on est dans une époque où, politiquement, on a tendance à aller regarder celui qui a de l'argent, celui qu'on produit comme étant le méchant, au nom de l'égalité, alors qu'en fait, le vrai scandale, c'est la pauvreté. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on la crée, cette richesse, pour qu'il n'y ait pas de pauvreté. Et dans les chiffres que je vous invite à regarder, vous verrez, il y a deux choses qui sont marquantes. Il y a d'abord la Vendée et le territoire avec le taux de pauvreté le plus faible. Voilà, je crois que c'est le 3e en taux de RSA, Guillaume, sur le département. Et puis surtout, c'est le plus faible écart entre les hauts et les bas salaires en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéité de la société vendéenne qui est très intéressante. Et puis on continue de creuser le travail qui a été fait, et on voit qu'il y a une autre particularité, c'est qu'on a une sociologie aussi très stable. Taux d'emploi chez les jeunes qui est élevé. On a le territoire qui a le moins de familles monoparentales. Et puis on a un territoire où on a un taux de propriétaires de ces logements qui est aussi très élevé. Alors on peut se dire, finalement, la richesse, la stabilité sociale est la conséquence en fait du développement économique. Et puis on peut se dire aussi, c'est parce qu'il y a une stabilité sociale, qu'il y a un rapport, y compris de l'employé à son chef d'entreprise, à son entreprise, un attachement, que ça fonctionne. Donc on est probablement entre l'œuf et la poule. Mais il ne faut pas les distinguer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit bien qu'on est dans un monde où il y a un discours mainstream qui ne correspond pas à ce qu'on vit localement ici. Et que très longtemps, comme en Vendée, on aime quand même bien vivre caché de temps en temps, on a tendance à pas considérer que les discours mainstream, ils sont des enjeux pour nous. Et pourtant, vous l'avez vu, Sophie l'a dit aussi sur les thématiques qui vont être données tout cet après-midi, il y a des thématiques en fait, qui heurtent les sujets qui sont devant nous. Tu as évoqué par exemple les questions environnementales. En matière environnementale, on est décroissant ou on est innovant, mais on ne peut pas ne rien faire. Voilà.
Et on voit bien que même quand il y a des initiatives parlementaires ou de direction générale, même dans les organismes représentants du patronat à l'échelle nationale, c'est pas si facile de pouvoir dire je pose des actes ou des demandes qui sont en matière environnementale innovantes et pas décroissantes. Et donc je me propose à cette faveur-là, et après vous avoir dit l'essentiel de mon propos, qui est un immense merci pour l'engagement que vous avez chaque jour avec vos collaborateurs, parce que là je parle, c'est facile, mais la richesse, elle est créée par l'entreprise. Et donc je me pose sur ce que tu as montré, Sophie, tout à l'heure, sur la dette qui est partout. Et comme je veux vous parler des enjeux de rupture de ressources, la première d'entre elles, c'est évidemment l'argent public qui n'est pas la réponse. Alors on a l'habitude de ça en Vendée. On sait que l'enjeu, c'est quand même qu'il y ait de l'investissement public, parce qu'on en a besoin pour l'écosystème vendéen, mais aussi parce que c'est un outil de croissance pour la suite. Et donc ça, on s'y tient. Vous savez que Christelle Morancet, qui a été beaucoup critiquée sur sa gestion budgétaire, elle a fait le choix de diminuer drastiquement pour permettre de maintenir des niveaux d'investissement qui sont importants. C'est le cas, les sujets sont là à peu près dans toutes les collectivités, départements, même l'hôpital, vous le savez. Donc ça, il faut continuer de faire ça, mais il faut considérer que la réponse pour le maintien de l'écosystème, je ne sais plus le terme exact, oui, comme pérenniser le modèle, il repose bien sûr sur la poursuite de l'écosystème lui-même, c'est-à-dire ce que tu disais, Sophie, la manière de se parler entre nous, de bien travailler, de bien échanger, mais enfin surtout que des entreprises soient là pour continuer de faire de la richesse, sinon ça ne marchera pas. Alors je vous propose, si j'ai encore le temps... Un petit peu. D'accord. 72 points. Non, juste 4 petits points sur lesquels j'attire votre attention, qui risquent d'être des problèmes de ressources dans les années qui viennent, et pour lesquels la réponse doit être celle de l'entreprise vendéenne, c'est-à-dire celle de l'innovation, et pas celle de la décroissance, sinon on n'y arrive pas. Il y a 3 sujets matériels, et il y a un sujet qui est humain, et qui est... Alors il y a plein d'autres sujets, mais je choisis de vous dire ça, parce que je ressens que les questions arrivent, et que la conscience n'est pas quand même toujours là. Le premier sujet, dont vous avez certainement entendu parler, c'est la question de la disponibilité du foncier. Il y a une loi, climat et résilience, qui a parlé d'USAN, c'est-à-dire l'artificialisation des sols. On est censé consommer moitié moins qu'on consommait dans les 10 années qui précédaient. Et on est censé, à partir de 2050, plus construire du tout en net. Alors, quand on dit ça, tout le monde trouve ça très bien. Moi, le premier. On consomme actuellement, je crois que c'est à l'échelle de la région, 7 terrains de foot par jour. Et tout le monde se dit que si on continue un modèle, même on ne défend plus notre agriculture, donc ça n'a pas de sens. Et si on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur la sociologie, effectivement, si notre territoire vendéen, c'est des champs de lotissement, il n'y aura plus de vie sociale, il n'y aura plus de vie associative, et donc il faut bien qu'on ait des espaces de partage dans les bourgs, dans les villes, pour que ça continue. Mais imaginez qu'on pourra mettre des usines sur 2 fois moins de surface qu'elles sont là aujourd'hui, avec un modèle économique qui fonctionne, ça c'est faux. Voilà. Et ça n'a pas de sens. Et la loi telle qu'elle a été conçue, c'est une loi qui est conçue avec le même esprit que celle qui a été un grand succès, qui est celle du numerus clausus sur les médecins. C'est-à-dire c'est une loi communiste où on dit comme on veut moins construire, on va supprimer la ressource. Voilà. Et on a dit, vous rendez 2 fois moins de terrain constructible qu'avant. Et donc le résultat, c'est 2 choses. 1, il y a une chance sur 2 qu'il y ait une zone humide sur le terrain qui est resté constructible. Et 2, de toute façon, ça coûte plus cher. Surtout que le terrain, il est peut-être propriété privée et la collectivité n'arrive plus à l'acheter. Si on continue comme ça, c'est pas 50% de surface qu'on va faire, c'est 0. Alors c'est très bien pour l'agriculture, mais ça ne nous permettra pas de continuer de travailler et de pouvoir d'accueillir du développement d'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui nécessitera qu'on garde ces liens de l'écosystème, parce que trouver les choses intelligentes dans cette contrainte et cette ressource qui manque, c'est difficile. Deuxième ressource, ça on le sent venir, c'est l'eau. Évidemment, nous, on est consommateurs d'eau pour l'agriculture, mais on est aussi très consommateurs d'eau pour l'agroalimentaire. Cette consommation d'eau, aujourd'hui, on commence à entendre, pas en Vendée, mais en Loire-Atlantique, c'est pas loin, vous savez, le département spécialiste des ZAD, que quand on fait une réserve d'eau, pour le monde économique, j'entends le mot bassine. On a une chance en Vendée énorme. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, les Vendéens se sont organisés avec Vendéo pour avoir un seul opérateur de gestion de l'eau. Il y a eu des investissements énormes qui ont été faits. C'est hyper efficace.
ça a été pensé à une époque où on était moins nombreux et où le besoin d'eau n'était pas la même et où le climat était aussi très différent. Et donc on a cet enjeu très très fort d'avoir évidemment des problèmes de qualité de l'eau, mais les problèmes de quantité d'eau, je vais être très vite sur la fin. Et ça, je vous dis ça il va falloir qu'on travaille ensemble là-dessus, vraiment. Et l'idéologie selon laquelle le seul travail sur le niveau de consommation, ça sera probablement insuffisant pour qu'on réponde à tous nos enjeux. Donc voilà une ressource sur laquelle il va falloir qu'on avance beaucoup. Le troisième, c'est l'énergie. Voilà, moi je suis élu depuis longtemps, vous le savez, il y a 20 ans, un élu qui organisait une zone économique, il achetait les terrains, il faisait des routes, il branchait les tuyaux, il était aidé par Vendée Numérique et Vendée Énergie pour mettre l'électricité. Et puis avec tous les opérateurs, ça marchait très bien. Et puis c'était fini, quoi. Ben non, maintenant, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et comme en plus, il y a l'obligation, à partir du 1er juillet maintenant, sur toutes les toitures de plus de 500 mètres carrés, de faire la moitié de surface en photovoltaïque, alors que personne, nulle part, a vérifié que tous les tuyaux qui étaient déjà en terre étaient capables de supporter une charge supplémentaire. On commence, moi je l'ai vu dans mon territoire, à avoir des projets qui sortent pas, parce qu'on dit, attention, il n'y a pas assez d'électricité qui revienne. Et vous avez vu le débat sur l'agrivoltaïsme. Tout ça, c'est très très bien. Mais c'est idéologue. On n'a pas d'abord regardé la réalité de la capacité des réseaux à récupérer, à se dire tout simplement comment on fait en Vendée, comment on se met tous ensemble pour être opérationnel, innovant, efficace. Alors évidemment, il va falloir trouver les passages. Et puis la quatrième rupture, c'est tu l'as dit aussi Sophie, c'est la question de l'attractivité pour les salariés. Ça ne peut pas aller en s'améliorant. Pourquoi ? Parce qu'en 2050, je crois que c'est 40% de la population vendéenne aura plus de 65 ans. C'est ça le chiffre. Alors, sauf si entre-temps, beaucoup d'entre vous se mettent à avoir plus d'enfants que ce qui est prévu. Mais en tout cas, la tendance, c'est celle-là. Et donc, là encore, il y a une question qui est posée sur notre modèle. C'est notre modèle d'habitat. C'est notre modèle qui sont les salariés. Et c'est aussi quelle est la qualité d'attractivité des emplois qui sont offerts. Et moi, je suis tout à fait impressionné, parce qu'en visitant beaucoup d'entreprises, de l'effort que vous faites les uns et les autres pour que l'emploi, son poste de travail, soit effectivement qualitatif. Mais évidemment, si on ne le fait pas, et si on est amené à avoir des logiques qui sont de l'habitat de bas de gamme pour attirer des gens qui ont envie de faire le travail que d'autres ne font pas, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je sais aussi qu'il y a les logiques de long terme qui s'opposent à des logiques de court terme, mais si on veut se dire, évidemment, en ligne de conduite, que notre projet est de pérenniser notre modèle, on ne peut pas, c'est ce que je voulais dire dès le départ, dissocier l'œuf et la poule sur la manière dont les Vendéens, aujourd'hui, avec leurs chefs d'entreprise, contribuent à un écosystème qui font que l'avenir, finalement, donne envie. Parce que les uns et les autres, c'est ça qu'on a envie. Il y a des contraintes, il y a des ressources qui vont manquer, mais ce qui compte pour nous tous, pour vous chefs d'entreprise, pour les politiques, pour tous ceux qui sont là, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir, et pour nos jeunes, un avenir désirable. Voilà, merci et bon après-midi. Merci Antoine. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai demandé à Nicolas N de venir me rejoindre, chef économiste du MEDEF, juste pour faire un petit point sur votre CV très, très succinctement. Juste vous dire 10 ans de FMI à Washington, on est d'accord, 5 ans à Bercy. Vous avez aussi écrit une thèse qui s'appelle « La crédibilité budgétaire ». Je pense que ça peut parler à pas mal de monde ici. Je vous laisse ce micro, oui. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de vous faire un petit panorama de la situation économique. Et j'ai compris, avec Monsieur Chéreau avant et aussi au cours du déjeuner, que ce que je vais dire ne s'applique pas à la Vendée, ce qui est plutôt pas mal, parce que normalement, quand je fais ce speech, les gens sortent un petit peu déprimés, parce que c'est pas hyper joyeux. La situation de l'économie française, vous le savez, est pas extrêmement glorieuse. Alors, je reviens là sur le graphique de gauche, sur ce qui s'est passé au premier trimestre. La croissance, vous avez vu, était négative. Alors c'est pas très grave, hein, ça arrive. Ce qui est grave, c'est quand on regarde sur les composantes de cette croissance, donc c'est les petites barres de couleur, on voit que la seule chose qui contribuait positivement à tirer l'économie vers le haut au premier trimestre, et c'était déjà le cas en début d'année dernière, c'était l'accumulation de stocks. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des productions qui sont faites, qui créent donc qui rentrent dans le PIB, mais qui ne sont pas vendues, qui sont stockées par leurs producteurs. Alors, elles vont finir par être vendues ou exportées, etc. Mais si on enlève ces stocks,
en fait, on était à une croissance de moins 0,9 de mémoire. Donc ça veut dire que les facteurs de croissance dans l'économie sont à peu près tous à l'arrêt. On n'exporte plus très bien. Ça, c'est la barre... j'arrive pas trop à reconnaître ces couleurs. Magenta. On voit qu'on n'exporte même pas du tout. Alors, c'est très négatif au premier trimestre parce qu'en fait, on a très bien exporté à la fin de l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'exportations, notamment dans l'aéronautique, dans la défense. Et donc, c'est un peu le contre-coup. Mais néanmoins, le commerce extérieur n'est pas un driver de croissance. La demande privée, donc la consommation des ménages, l'investissement dans les entreprises, n'a pas non plus contribué. C'est normalement ça le moteur de la croissance dans une économie. Et on voit que là, c'était à l'arrêt. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un climat d'incertitude assez important depuis la dissolution à l'été 2024. Et que pour cette raison, les consommateurs, les ménages, épargnent beaucoup de leurs revenus, consomment nettement moins que normalement. On a un taux d'épargne autour de 18%, ce qui est très très élevé pour un pays comme la France, où par ailleurs, on a un système de pension, etc. Donc il n'y a pas de besoin d'épargne comme dans d'autres pays. Et du côté des investissements, on voit bien que les entreprises, vous le savez tous, sont un petit peu aux aguets de la prochaine décision fiscale, de la prochaine coupe budgétaire, la prochaine fois qu'on va fermer le guichet MaPrimeRénov'. Il y a donc ce climat d'incertitude qui empêche, ou qui en tout cas fait que les investisseurs reportent leurs décisions d'investissement. De la même façon, ils reportent aussi des décisions d'embauche, des décisions de développement. Quand on regarde un petit peu c'est mieux comme ça en fait, non ? Voilà. Quand on regarde ce qui se passe plus récemment, dans les derniers mois, on voit que donc c'est les enquêtes que j'ai mis à droite. Les détails ne sont pas très importants, mais on voit qu'à la fois dans les services et dans l'industrie, les choses sont vraiment très mal orientées. Ce qui veut dire qu'au deuxième trimestre, a priori, on n'aura pas une croissance extrêmement bonne non plus. Alors j'avance pour vous dire qu'évidemment tout ça, c'est un petit peu déterminé par ce qui se passe en Iran. Et donc là, ce que je vous présente, c'est une enquête qu'on a faite, que Rexecode fait. Rexecode, c'est un think tank d'économistes qu'on utilise beaucoup au MEDEF. Et on voit quand ils demandent, alors là il s'agit d'ETI et de grandes entreprises, mais l'enquête auprès des PME montre à peu près la même chose. Ils voient tous un impact négatif, les trois quarts, donc c'est toute la partie bleue du camembert à gauche, là. Une grosse partie des entrepreneurs voient un impact négatif de la crise en Iran. Bon, c'est pas vraiment surprenant puisqu'on en parle tout le temps. Et qu'en conséquence de ça, eh bien, il y a des décisions d'investissement qui se font pas, il y a des reports d'embauche, il y a de l'accumulation de trésorerie. Pardon ? Voilà. Donc l'environnement n'est pas très bon et n'est pas du tout en train de s'améliorer. Vous le savez, l'impact premier de la crise en Iran, c'était la crise énergétique. Avec, là, vous le voyez, le prix des hydrocarbures qui a augmenté très fortement, donc qui s'est un peu tassé. Et là, avec l'accord de cessez-le-feu, de paix, je ne sais pas trop où on en est. On ne sait même pas si les protagonistes principaux le savent. En tout cas, il y a un espoir que ça s'améliore. Et du coup, les prix commencent à refluer. Les prix internationaux aussi, je ne vous les ai pas mis, mais refluent également. Mais ça a suffi finalement, ces quelques mois d'inflation, de prix énergétiques qui ont augmenté, plus le coût du fret, plus les problèmes de logistique, font qu'on a commencé à avoir un regain d'inflation avec le dernier point à 2,4, qui a enclenché tout un cycle de négociations salariales. Enfin, vous le savez, le SMIC a été réévalué au 1er juin, la question des éléments généraux qui vont être rabotés. Je suis désolé, je sais que le gouvernement n'aime pas qu'on dise ça, mais dans les faits, le taux d'allègements généraux a été diminué, ce qui veut dire que le coût du travail va augmenter mécaniquement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ménages vont être encore plus déprimés qu'avant. Et on voit très bien dans ces enquêtes de l'INSEE sur le moral des ménages. Vous voyez à gauche qu'on a une sorte d'abysse du moral, ce qui veut dire qu'ils vont encore moins consommer, moins construire de maisons, moins se projeter dans l'avenir. Et la deuxième conséquence qui est terrible pour l'économie, c'est que la BCE a été obligée d'augmenter ses taux. Vous l'avez vu en juin, elle augmentera sans doute à nouveau ses taux dans le reste de l'année, ce qui veut dire que le coût du financement augmente. Donc ça, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon non plus pour les consommateurs. Et
plus que le taux de la BCE, on voit bien que les marchés anticipent des conditions de financement qui vont encore se durcir à l'avenir. Ça a un impact sur le gouvernement, j'en parlerai dans une seconde, mais ça a évidemment un impact global sur l'économie, de freiner l'économie. C'est le but de la politique monétaire, normalement, c'est de freiner l'économie pour réduire l'inflation. Donc c'est ce que fait la BCE. À mon avis, c'était une erreur, parce que, comme on voyait sur le graphique d'avant, ce qui tire vraiment l'inflation, ce sont les prix de l'énergie, ce sont les prix importés. Il n'y a pas d'inflation domestique, il n'y a pas encore, vous savez, ce mécanisme de boucle entre les prix et les salaires. Il n'y a pas cette tension inflationniste. Donc à mon avis, la BCE a un peu surréagi. Elle l'a fait sans doute parce que vous voyez qu'en 2022, elle l'a fait trop tard et ça lui a coûté très cher. Donc là, je pense qu'elle veut donner un signal qu'elle est sur le devant de la scène, elle réagit comme il faut pour calmer tout de suite les marchés. Bon, donc tout ça, ça nous amène nous pour 2026 déjà. Si on regarde les prévisions de croissance pour 2026, alors le graphe de droite est un petit peu dur à lire sans doute, mais ce sont les prévisions de la Banque de France qui nous disent que dans le scénario, ce qu'ils appellent central, donc le plus plausible à ce stade, et qu'en étant donné ce qui se passe sur la scène géopolitique, on arriverait, bon an, mal an, à une croissance de 0,5%. C'est ça, hein, 0,5%. Pardon, ça c'est les projections d'inflation. Je passe au graphique d'après. Voilà, c'est ça, ce graphique-là à droite, de 0,5% de croissance. Et donc ça, c'est un peu dans le meilleur des cas. Et après, elle nous dit, et vous voyez qu'à l'issue du premier trimestre, on a un acquis. Donc ça veut dire grosso modo que la croissance est négative ou nulle au deuxième trimestre, au troisième trimestre, au quatrième trimestre. Donc on a une sorte de stagnation de la croissance, dans le scénario le meilleur, et de l'inflation, ce qui est en gros exactement ce qu'on appelle la stagflation. Et après, ça s'améliore plus ou moins en fonction de est-ce que la crise se normalise ou pas, est-ce que le détroit d'Ormuz rouvre vite ou pas. On nous dit qu'il y aura sans doute des mines à enlever, que ça va être sans doute compliqué pendant un petit moment. Donc voilà, on fait des scénarios, on n'en sait pas grand-chose, qui, encore une fois, alimentent l'incertitude dont je vous parlais avant, et alimentent la morosité de l'économie. Je vous avais prévenu que ce n'était pas hyper joyeux. Et donc ça, bon, si on en parle au gouvernement, ils vont vous dire, évidemment, ça c'est l'Iran, qu'est-ce qu'on y peut, c'est Trump qui a décidé d'attaquer, ça s'est mal passé, bon, ok. Moi, ce que je voudrais vous donner comme message aujourd'hui, c'est qu'en fait, les problèmes ont commencé avant l'Iran. Donc dès le début du premier trimestre, avant je crois que c'était le 28 février ou le 26 février, l'attaque, enfin, la déclaration de guerre, même avant cela, on avait des gros problèmes structurels qui faisaient que la croissance n'était pas très bonne. Et ça fait plusieurs années, 2024, 2025, à chaque fois on dit que ce n'est pas terrible. Et pourquoi ? C'est parce que, hors cet effet guerre, on a un environnement qui est quand même très agressif sur l'Europe, avec d'un côté, vous voyez les droits de douane américains qui sont comme des épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et de l'autre côté, on a la Chine qui, et vous voyez sur ce graphique peut-être à droite, qui nous alimente de produits, qui est en surcapacité, qui vont à perte. Je crois qu'il y a 30% de leur production qui est vendue à perte. Donc ils exportent énormément et ils se sont reportés énormément vers l'Europe parce que le marché américain était un peu refermé. Et en parallèle, ont énormément réduit leurs besoins en importation. Donc il y a vraiment une politique active de la Chine de se dire on veut vous inonder de produits et en revanche, nous, on va devenir très indépendants de vos propres exportations. Donc on est un petit peu entre Charib et Scylla, si vous voulez, dans un climat d'incertitude assez marqué. Et ça pèse évidemment sur l'économie depuis quelques temps. Le deuxième problème structurel qu'on a, là c'est un problème domestique, c'est que notre modèle économique, si vous voyez, depuis Covid, est tiré non pas par la demande privée, donc non pas par la consommation des ménages ou l'investissement, même si encore une fois l'investissement des entreprises se tient plutôt bien par rapport aux autres pays européens. Enfin, il y a une forme de résilience des entreprises qu'il faut saluer. Mais vous voyez que sur ce graphique, quand on regarde en volume, l'investissement en fait, est quasiment plat depuis Covid. Et donc ce qui tire la croissance, ce qui tire l'économie, c'est la demande publique, c'est l'investissement public. Ça va être le salaire des fonctionnaires, enfin dans ce qu'on appelle consommation publique, ça va être tout ça, la commande publique, les fonctionnaires, la dépense sociale.
les hôpitaux, etc., la santé. Et vous voyez que c'est ça le seul truc qui augmente dans l'économie. Et donc là, quand on sait ça, on se dit, bah oui, mais on a vu le compteur de la dette, on a vu qu'il fallait consolider, l'Europe quand même nous met un petit peu de pression, les marchés nous mettent beaucoup de pression, les taux d'intérêt, je l'ai dit, augmentent parce qu'il y a la BCE, mais aussi parce qu'il y a une prime de risque qui commence à être de plus en plus élevée dans le cas de la France, avec la dégradation par les agences de notation, vous avez tous vu cela. Ce qui veut dire que cette trajectoire publique, là, le gris clair, je ne sais pas comment on l'appelle, eh ben, elle n'est pas soutenable. Donc à un moment, il va falloir calmer cette trajectoire. Une fois qu'on coupe ça, bah, il va falloir bien retrouver d'autres moteurs de croissance. Et donc c'est pour ça, je crois qu'on a toute la suite, les tables rondes sur comment retrouver la productivité, la compétitivité, pour relancer cette petite barre bleue et aussi le commerce extérieur.